Ok, l'idée en fait de ce live aujourd'hui, c'est pas de vous assommer avec de la fiscalité française dans tous les sens sur la crypto, c'est d'en parler un petit peu parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se posent des questions sur ces sujets-là. C'est bientôt la partie clôture au niveau des soumissions, des déclarations. Je suis pas expert fiscaliste, j'ai pas mal échangé nous avec notre fiscaliste crypto pour avoir des réponses qui soient les plus pertinentes possibles, mais ça n'engage en rien ma responsabilité et si vous déclarez d'une mauvaise manière, vous êtes les seuls responsables. J'aime vraiment à le dire, c'est hyper important. Après, on va aborder d'autres sujets, un peu d'actualité aujourd'hui. On va faire un peu une revue du marché et on restera le temps qu'il faut pour répondre à l'ensemble des questions. Pour toutes les questions fiscalité, Suisse, Belgique et autres, je ne les connais pas. Donc, ce n'est pas la peine de venir me poser des questions dessus. Je connais globalement les grandes lignes, mais je ne connais pas la profondeur liée au secteur des cryptos. Donc, voilà, petite info complémentaire. Et après, on pourra parler de différentes fiscalités dans le monde parce que je connais globalement comment ça marche. Mais je ne suis pas un expert non plus dans tous les domaines. Il faut bien se l'assurer. Et Théo pourra peut-être vous faire un retour aussi sur la partie espagnole. Il a deux, trois notions, je pense, de ce côté-là. Et vous verrez que finalement, c'est peut-être plus un casse-tête, peut-être plus qu'en France. Je sais pas, tu pourras nous en dire un peu plus. Carrément, oui, non, mais après, sur la partie espagnole, on l'avait vu un peu, mais déjà, c'est imposé crypto-crypto, donc à partir de là, tu vois un peu le bordel, quoi. Exactement. Ça donne déjà ne serait-ce qu'un avant-goût. Qui- Bon, on va commencer tranquillement par le crypto bubble. Hop, le temps que tout le monde se connecte. Alors, au niveau du crypto bubble, c'est simple. On est sur une tendance où on commence à ranger un petit peu. On a fait des belles performances sur les alts. On est toujours de toute façon sur une dominance majoritaire du BTC. On est encore à plus de 60%. On reste dans le même canal haussier. Donc, si on prend sur le mois, on a une belle perf, hein, globalement des alts. On voit que même l'Ether, il a repris, je sais pas, il a repris au moins 40%, un truc comme ça. Oh, ben, je pense, hein. Attendez. Ouais, Vendredi dernier, ouais, on tu était me à suis pas. 37%, je pense que les 40, on les a. 7%. Après, un Ether à 2 700 $, moi, ça me choque encore. Je trouve ça hyper bas. Mais bon, tant mieux, hein. Tant mieux, ça permet de consolider les positions si ça vous intéresse. Et après, au niveau de la partie, qu'est-ce qu'on a? On a les cryptos habituels, en fait, hein, qui pump, hein. On a deux, trois mêmes Mais moi, coins qui traînent par-ci, par-là. Ouais. bah, plus que ça, tu as quand même une petite, et moi, ça commence à me faire chier un peu, c'est que, alors, je sais pas si vous l'avez vu passer, c'est l'histoire de Launchpad de Memcoin, avec, alors, comment ça s'appelle? Euh, Ce putain de projet de merde. Virtual. Il y a Ou, eu toutes les launchpads là, pour les agents IA où ça a pété dans tous les sens. ouais, ouais, non, Et mais là, après, c'est des en train de launchpads, il y en repartir a. sur, alors, comment il s'appelle ce token qui a explosé aussi, là? Je l'avais passé sur mon groupe. Launchcoin, en fait. Il s'appelle Launchcoin sur Believe, en fait, où tu peux lancer des meme coins maintenant directement en tweetant le nom de ton ticker plus le nom du meme coin. En fait, juste avec un tweet sur Twitter en mettant. Alors, je sais même pas s'il y a besoin de mettre le nom du projet ou quoi que ce soit. Juste on met il faut mettre arrobase launchcoin, le nom de ton ticker plus le nom du projet et ça te lance un meme coin directement. Donc, tu n'as même plus besoin de passer sur PumpFun pour balancer un meme coin et c'est en train d'exploser en fait la catégorie des launchpads comme ça. Donc, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que dès que le marché repart un peu, la méta meme coin repart à fond. Tu vois, ça s'était bien calmé avec la méta PumpFun, Solana où tout le monde s'était bien fait rincer. Et il y avait un peu cette question, tu vois, est-ce que le retail va revenir sur ce cycle ou est-ce qu'il s'est déjà trop fait rincer sur les mêmes coins? Apparemment, il y en a pas mal qui sont pas fait assez rincés ou alors qui sont pas encore fait rincer, mais ils en ont pas assez, quoi. Donc là, ça repart un petit peu. Et bon, à part d'autres catégories aussi, mais force est de constater. Et moi, je l'avais passé aussi. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas. Si tu regardes sur CoinGecko, en fait, sur catégorie, enfin 9 sur 10 qui avait le mieux performé cette semaine, c'était du même coin en fait. Hein, si tu vas sur catégorie. Ouais. Si tu filtres par. Ouais. Ouais. Bah, c'est l'écosystème de Solana où on lance tout et n'importe quoi dessus et où il y a zéro filtre. Effectivement, les launchpads. Les mobile mining, mais en fait, je comprends Mais pas non, mais c'est ce que. pourquoi. Non, mais alors ça, pour le coup, le nombre de vidéos que je vous ai faites, je vous ai montré que ça faisait gonfler les batteries des téléphones et autres et que vous gagnez des clopinettes. Ah, mais si, c'est parce qu'il y a Pi. C'est pour ça. C'est parce qu'ils ont collé Pi Network dedans. Ok, je comprends pourquoi il y a ces performances-là. Parce que là, je vois aucune logique pour lesquelles une personne irait miner sur son téléphone. Mais je pense que là, ça a drainé, voilà ça. C'est les 25% du Pi Network.
qui Ouais, font mais que regarde le reste. À part ça, alors Liquid Stake Sol, alors ça, c'est autre chose, mais c'est lié quand même à l'écosystème Solana. Mais bah, après, les tu vois, la Launchpad, catégorie Solana même. Launchpad, Bah ouais, mais Solana même, Liquid Staking Token, et après, uniquement, tu as EtherFi, où tu commences à arriver sur des choses un peu plus sérieuses. Mais alors là, ça a un peu bougé, tu vois, mais quand j'ai regardé il y a 2 jours, ben là, ça, on commence à ranger un petit peu, tout est relatif. Mais quand on était un peu dans l'euphorie les derniers jours, c'était Catmem, The Boys Club, Frogtem, voilà, c'était eux les premiers. Donc en fait, bah, les mêmes coins, quoi. Donc en fait, dès que ça repart un petit peu, ben, force est de constater que le marché des meme coins repart aussi. Donc croyez pas que la méta est finie et que les gens sont fait totalement rincer. C'est encore présent et ça attend juste en fait le petit pump pour hop venir et recommencer. Donc si vous en aviez marre, ben, sachez que c'est pas fini. Et il y a des nouveaux schémas narratifs avec les launchpads parce que là, Pump Fun maintenant ils sont en train d'être un peu dépassés. Mais force est de constater aussi qu'ils ont été purs extracteurs. Hein. Ils n'ont pas réinjecté un seul sol dans l'écosystème. Tout ce qu'ils ont fait, c'est prendre les Solana, les vendre contre des stablecoins et les sortir en fiat pour leur gueule. Voilà. Et ils ont sorti presque 1 milliard. Pour l'instant, je suis sur les frais. Donc, eux, c'était un peu leur stratégie. Et là, force est de constater, quelques mois après, que maintenant, c'est plus les launchpads, apparemment, la nouvelle méta de cette semaine, hein, parce que c'est très récent, qui est en train de prendre le dessus, avec des plateformes de launchpad de Memecoin qui n'est pas Pump Fun. Donc sachez que c'est un peu la méta actuellement. Donc voilà, c'est aussi ce que j'ai remarqué cette semaine. En fait, c'est Voilà. drôle, c'est des méta qui reviennent. C'est-à-dire que la thématique du chat là sur les meme coins, c'est pas nouveau. Et en fait, déjà, je me demande qui chez CoinGecko s'est levé un matin en disant on va faire une catégorie pour les thématiques de meme coin de chat. Ça, c'est autre chose. Si vous avez une idée pour ça, je suis franchement preneur. Les launchpads, ça fait depuis quoi? Ça fait depuis 8 ans qu'on en entend parler en fait. À chaque fois, il y a des nouvelles vagues. Parce qu'il y a les nouveaux IDO, les nouveaux IO, les nouveaux IGO. Il y a 20 000 manières en fait de faire des lancements. Et les launchpads, c'est juste une des méthodes, mais j'ai l'impression que ça revient. Et les plateformes qu'on avait, nous, il y a quelques années, comment ça s'appelait là, le launchpad sur la BSC, qui était l'équivalent du TronPad? Est-ce que tu te rappelles du nom? C'était pas BSC Pad ou un truc Euh, comme ça? bah, t'en avais plein, t'en as. Ouais, BSC, ouais, c'est ça, c'est BSC Pad. Bah, t'en avais un pour toutes les blockchains, donc au final. Mais voilà, et en fait, j'ai l'impression que ça revient. Mais on va regarder l'historique, hein, de quand ça date, cette affaire. Mais pour moi, ça date. Ouais, celui-là, c'était en 2021. C'était la hype, c'est ça. Il y a eu la hype et pour moi, ça fait tous les projets de Launchpad ont fait pareil, en fait, hein. Il y a eu la hype et après, parti au trou. Bah, c'est un peu comme Ouais, sur les agents IA. Bon, Virtual est en train de se récupérer un petit peu, par exemple, mais si t'as pas vraiment d'avantage concurrentiel, au final, c'est recyclé hyper rapidement. Et c'est les nouveaux projets tout shiny qui prennent le truc, tu vois. Il y a quelques mois, c'était Pump Fun, là maintenant, c'est ça. Mais voilà, n'investissez pas dessus parce que très certainement, dans quelques mois, ce sera une nouvelle plateforme qui proposera juste voilà, vocalement de lancer son même coin parce que là, c'est de plus en plus simple. Hein. Avant, c'était juste connecter son wallet sur Pump Fun, juste tu mets un ticker, non, et c'est parti. Mais il faut quand même payer des frais à approuver un contrat. Là, c'est juste sur ton compte Twitter, tu les mentionnes à eux, tu balances un ticker, un non, c'est parti. Donc le prochain coup, je sais pas, c'est OK Google, lance-moi, aide-moi à rugger les gens sur un même coin et tu vois même pas d'input au clavier, ne serait-ce qu'en texte. Mais bon, voilà, il y aura des nouvelles juste en méta. recul. Ouais, ouais, mais ça, c'est assez flippant quand même à cette méta Launchpad qui revient. Et en fait, les gens, ce qu'ils comprennent pas, c'est que tu as 2 méthodes d'utiliser ces Launchpads. La première, c'est que tu dis: «OK, je vais juste lancer mon projet comme ça. Je fais du trash, je balance tout et n'importe quoi, il y en a bien un qui finira par marcher». Sachant qu'il faut de la communauté, il y a quand même d'autres paramètres à prendre en compte. Et après, il y a tous ceux qui, vous donnent des accès uniquement si vous possédez un certain nombre de jetons. Et souvent, c'est ceux-là les plus fourbes parce qu'en fait, vous allez acheter, 10 000, 20 000, 30 000 de leurs jetons pourris et en fait, leur jeton, il va dumper à une vitesse extraordinaire et on va vous dire que vous allez pouvoir avoir des allocations particulières sur certains projets qui vont être lancés. Mais voilà, franchement, c'est des choses, prenez du recul, analysez-les correctement, essayez-les si vous voulez, mais ne mettez pas vraiment beaucoup de fonds dessus. Parce que c'est des méta qui sont trop rapides et sur lesquels il y a beaucoup trop de risques. Hop.
Alors, on va prendre 2-3 questions. Euh, Les gens n'apprendront jamais de leurs erreurs, toujours à espérer que cette fois ils seront millionnaires, même coin. Mais ils sont millionnaires en nombre de jetons du même coin. En fait, la question du millionnaire, la dernière fois, j'en parlais avec une autre personne et je dis, mais c'est juste une question de référentiel. Quand tu vas, par exemple, en Indonésie, j'étais il y a quelques mois, tu échanges 300 € contre je sais plus, 4 ou 5 millions de roupies indonésiennes. Techniquement, tu es millionnaire chez eux. Mais tu fais quoi? Dans leur pays, tu fais pas mal de choses. En France, tu arrives avec 300 € ou avec 5 millions de roupies indonésiennes, tu fais quasiment rien en fait. Tu vas faire, 3 courses et puis, tu vas te retrouver sur le carreau. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours, il vaut mieux privilégier d'avoir des jetons qui ont un vrai fondamental, qui apportent vraiment de la valeur. Hem, c'est Warren Buffett qui disait ça. J'ai plus la phrase exacte, mais, c'est: «Le prix est ce que vous achetez, la valeur est ce que vous recevez». Et donc à chaque fois, il faut essayer de payer le prix le moins cher possible avec un maximum de valeur reçue. Et quand vous achetez du même coin, dans la majorité des cas, la valeur reçue, elle est très basse et vous avez tendance à surpayer les choses. C'est aussi pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sideline sur BTC, hein, parce que c'est trop cher, parce que tu en achètes une toute petite fraction, et au final, ça fait moins rêver. Hein. Tu achètes 0,005 BTC au lieu d'en acheter pour des millions de même coins, sauf que c'est pas forcément les mêmes fondamentaux non plus. Mais je pense que ça joue beaucoup, hein, parce que moi, sur ce cycle aussi, j'en ai entendu qui disent oh, mais Bitcoin, c'est trop cher, du coup, j'achète du même coin, c'est moins cher. Oui, d'accord, mais et c'est pas parce que t'achètes qu'une fraction que les fondamentaux sont différents, tu vois. Mais bon, je pense que ça joue aussi, euh, en sachant que ce cycle, c'est le cycle où il y a moins de retail possible sur BTC. Hein. On voit les métriques, en fait, il y a tout, il y a une grosse rotation sur les whales instit, et grosso modo, la plupart des gens, pour l'instant, ils ont quasiment pas ou plus, en tout cas, de Bitcoin en portefeuille, quoi. Le retail lambda. Ouais, bah, après ça, c'est un petit peu la problématique. Après, d'un point de vue holding, il y en a quand même encore beaucoup sur du retail, mais c'est plutôt des holders long terme. Là, ça a changé, hein, récemment. On est passé, pas mal en profit sur les short term holders. Quand on parle de short term holders, c'est des personnes qui possèdent du BTC de moins de 6 mois. C'est-à-dire qu'ils sont globalement arrivés sur le marché et qui l'ont acheté. Et là, on est à plus de 90 en termes de bénéfices. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même pas mal de nouveaux entrants. Si on regarde la dominance du BTC, elle reste quand même encore, assez prenante, mais surtout sur la partie Memecoin, on voit qu'il y a une espèce de rotation, c'est-à-dire que les gens vont injecter des capitaux. Il y a toute une partie qui va se faire rincer. Après, il y en a d'autres qui vont basculer et finalement, ceux qui vont basculer d'écosystème en écosystème, c'est souvent les whales qui vont avoir des informations auxquelles vous n'avez pas accès, des fonds qui sont beaucoup plus conséquents et qui peuvent se permettre de prendre des profits qui sont beaucoup plus courts. Une personne, je dis tout bête, qui rentre avec 100 € sur le NMM coin qui vient de sortir. Si elle veut faire des profits qui vont avoir un impact sur sa vie, elle va devoir attendre, je sais pas, un fois 10, fois 50, fois 100. La Well qui rentre avec 50-100 000 € et encore, c'est même pas, c'est des petits montants, je crois que c'est des sharks à 100 000 €. J'ai plus les montants en tête. Je crois qu'on est même en shark. Donc les Well, je sais plus à partir de combien de tokens c'est. Mais globalement, qui rentre avec des fonds qui sont colossaux, elle va prendre quoi? Un 10-20 dessus, ce qui va faire des bénéfices et des performances qui vont être extraordinaires. Elle a pas le même niveau de risque que vous, en fait. Et tu vois ce que tu disais, Montouf, la psychologie ne change jamais, il y a toujours des nouveaux entrants. L'idée étant de ne pas être le dernier. Parce qu'il y a bien un moment ou un autre où le marché se retourne et il faut vendre, il faut donner cette patate chaude. La question, c'est est-ce que toi, tu veux aller tenter et te dire, OK, c'est moi potentiellement qui aura la patate chaude à la fin et qui perdre 99 de mon bag? Ou est-ce que, bah, globalement, c'est des secteurs où je prends du recul, je peux en acheter, je peux en avoir une petite partie dans mon portefeuille, une petite allocation, mais vraiment maîtrisée. À toi de voir comment tu veux rentrer, en fait. Bah, surtout, on l'avait étudié aussi. Allez regarder, si vous voulez, sur DexScreener ou des choses comme ça, les allocations de ceux qui ont vraiment fait de l'argent. Et tu te rends compte, et j'avais étudié moi sur ma vidéo avec, on avait fait, c'était quoi? C'était Peanuts the Squirrel à l'époque, hein. La Ouais. grande époque full meme coin. Tu te rends compte qu'en fait, ceux qui ont fait le plus d'argent, ils ont mis des gros tickets dessus. Donc, soit ils ont des infos insider, ce qui est possible aussi, soit ils ont énormément d'argent, ils peuvent se permettre d'en perdre, ce qui est possible aussi. Mais ceux qui ont fait le plus de PNL, hein, ils rentrent à coût de 50, 100 000, 200 000, voire plusieurs millions sur certains jetons. Ils sortent assez rapidement, mais dans l'idée, voilà, ils sont pas devenus millionnaires en mettant 100 balles. Hein. Les premiers, ils ont mis des gros tickets à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars. Et effectivement,
ils ont fait des beaux bénéfices, mais ceux qui sont en haut du leaderboard, en général, ils ont mis des gros bilans pour rentrer dessus. Donc, voilà. Allez Oui, ils regarder ont reçu cette des vidéo allocations. ou regarder sur des screeners, en fait, les meilleurs Ouais. traders, les plus gros holders, vous allez voir que c'est pas avec 100 balles que tu fais vraiment de l'argent, quoi. À moins que tu aies énormément de chance, mais en général, il y a plus de chances que tu perdes ta thune, quoi. Après, voilà, il n'y a pas les liquidités, il va manquer plein de choses après derrière, hein. Et puis, vous allez voir votre portefeuille monter à un certain niveau, vous n'allez pas vendre parce que vous allez vous dire toujours plus. Ouais, oui, et il y a ça aussi, parce que on parlait d'un millionnaire en token, mais tu peux effectivement être millionnaire papier en dollars, parce que tu peux le voir sur ton portefeuille. Mais il y en a plein de vidéos. Il y en a une qui est assez connue d'un mec qui dit les mecs, aidez-moi, putain, je suis millionnaire, mais j'arrive pas à sortir. Ça me dit slippage 100%, donc si j'active, si je fais la transaction, et ils vont tout me prendre, quoi. Ben oui, forcément, il y a 10 cas de liquidité dans la pool, donc oui, effectivement, t'es millionnaire papier, mais tu pourras jamais sortir ta thune aussi. Mais bon, ça. Des petits éléments comme ça pour. Bon, malheureusement, il va falloir qu'on en reparle parce que les gens vont venir se faire re-rincer sur les mêmes coins, hein, tristement. On voit un tout petit début de méta, donc voilà. On refait un petit point dessus et bon, il faudra remettre les pendules à l'heure de temps en temps, quoi. Alors, Vlamir qui dit quand ça rapporte, comme on dit, on va pas cracher dessus. L'idée, c'est pas de cracher sur les mêmes coins. On n'est pas là du tout à faire ça. On vous dit juste que c'est un secteur qui est très volatile, qui est beaucoup plus risqué. Et c'est un secteur que, en tant que débutant, vous devriez éviter. Il vaut mieux vous focaliser sur des gros aspects, sur des grosses cryptos. Ce sera beaucoup plus simple. Et une fois que vous montrez en expérience, vous pourrez allouer une petite partie de votre portefeuille au même coin. Et ne pas essayer de faire du copy trading sur du même coin ou ce genre de choses. J'ai fait plein de stats dessus. J'en ai parlé dans l'accompagnement. J'ai fait une session complète pour expliquer les meilleures techniques, pour essayer de suivre les whales, comment les analyses, comment on peut trouver des informations sur les insiders avant même justement que les projets soient sortis ou quand ils viennent de sortir, faire du sniping et autres. Donc ça, j'en parle dans l'accompagnement. J'ai fait des coachings complets dessus. Et en fait, je vous ai montré toutes les stats. Vraiment, je suis allé les calculer par moi-même. Ce pas des choses que j'ai extraites d'Internet. Je suis allé faire par moi-même. Et à partir de là, vous apercevez qu'en fait, dans la grande majorité des cas, et je dis vraiment la très, très, très grande majorité des cas, vous allez être perdant et très rapidement. Et même si sur certains groupes, vous allez gagner peut-être une fois, deux fois, trois fois, c'est un peu la théorie des jeux. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un casino, le casino est toujours gagnant. C'est le principe de base. Oui, vous allez peut-être faire un move, vous allez peut-être gagner 20 $. Mais si vous passez des dizaines et des dizaines d'heures au casino, vous allez vous faire rincer. Il y a très, très peu de professionnels qui arrivent à gagner vraiment de l'argent sur ces secteurs-là. Donc, c'est pour ça, vraiment, essayez de rester un peu plus loin. Très, très bon nom, très bon nom. J'ai vendu ma voiture pour aller all-in sur l'Ether quand il était à 1 400 $ et tout le monde disait qu'il était mort. Je crois que j'ai fait le move de ma vie. Alors l'Ether, on vous en parle en permanence. On a fait pas mal de live sur le sujet. Nous, c'est un projet sur lequel on croit depuis très longtemps. On suit vraiment les avancées technologiques et autres. Après, faire un all-in d'un coup sur l'Ether, ça peut être un gros coup de chance. Prends tes paliers de sortie, c'est hyper important. Prends ton cash au fur et à mesure. Et j'espère que tu as pas besoin de ta voiture parce que, si tu as besoin de ta voiture pour aller travailler tous les jours, c'est bien d'avoir de l'Ether, mais l'Ether, ça avance pas très vite quand il s'agit d'aller sur le périph. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on prend une dernière question? Est-ce qu'on prend une dernière question avant de lancer le sujet du jour? Alors, heu, Profites-en pour shield ta chaîne de CBR. Il y a un commentaire. ouais, 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 c'est alors 9h12. ouais, ouais, en fait, je vais essayer de prendre les commentaires au fur et à mesure, hein. L'idée, c'est pas de vous embêter trop avec ça. Mais globalement, comme vous le savez, avec Thibaut et Théo, on a d'autres chaînes YouTube à côté. Théo a la sienne, elle a sa propre aventure crypto. Et moi, j'ai une chaîne de cybersécurité et une chaîne sur tout ce qui est voyage en tour du monde parce que je voyage beaucoup. J'étais encore au Laos la semaine dernière pour vous donner un peu un ordre d'idée. Et justement, sur cette chaîne cybersécurité, j'ai fait quasiment 150 ou 200 vidéos, quelque chose dans ce goût-là. Et effectivement, j'ai une seule formation. Pourquoi j'en propose pas d'autres? Parce que aujourd'hui, j'ai pas forcément l'envie d'aller plus loin sur ce secteur-là. Pour les personnes qui prennent la formation, c'est pour vous aider à vous reconvertir, majoritairement dans le secteur de la cybersécurité. Donc, ça part du niveau zéro et ça vous apprend tout ce dont vous avez besoin pour devenir professionnel dans ce secteur-là. Et après, il faudra des formations par thème qui soient spécialisées, puisque j'ai pas forcément non plus énormément de temps. J'aime beaucoup voyager. Et donc, il faut que je trouve un bon équilibre entre tout ça. Mais voilà, tu peux aller voir dessus. La formation est accessible. C'est toujours le même principe hein, que chez TI. Hein.
On est là pour vous apporter du contenu à haute valeur ajoutée avec des prix qui sont les plus corrects possibles, les plus honnêtes possibles. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Moi, je réponds. Et comme toutes les personnes qui ont suivi nos formations sur TI, vous savez qu'on est toujours à votre disposition pour échanger avec vous sur ces sujets-là. Je vais mettre le lien effectivement de ma chaîne dans le chat. En plus, comme ça, au moins, vous l'aurez. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Théo, hein. C'est important. Il a sa propre chaîne. Il est régulièrement avec nous. Mais il apporte aussi du contenu de qualité. Il a une autre vision qui est complémentaire à la nôtre. Je laisse peut-être en parler un peu, Théo. Le temps que C'est je un peu retrouve le lien différent. de Moi, mon bouquin. je fais mes trucs de mon côté. Alors, parce que c'est vrai, des fois, les gens ils confondent. Bon, on a déjà parlé, mais c'est vrai que pour le coup, c'est deux projets séparés. Après, nous, on se connaît dans le privé depuis longtemps, donc on a des visions assez similaires, mais bon, on fait pas exactement la même chose, et c'est jamais non plus la même manière de traiter le thème, hein. Tu vois, toi, tu es plutôt technique, analytique, voilà, comme ça. Thibaut, il est plutôt un peu caliente, tu vois, gueuler sur tout le monde. Les gens ils disent, il nous engueule, mais ça peut plaire aussi, et moi, c'est encore une autre manière de traiter les thèmes, donc chacun sa personnalité aussi, donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse aussi, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être ensemble en fait en live. Ça arrivait un peu plus il y a 1 an. Aujourd'hui, c'est moins souvent et certaines personnes, effectivement, des fois, nous confondent. Dans les commentaires sur Twitter, j'ai vu ça la dernière fois, il y en a un qui dit: «Ouais, moi j'aime bien celui qui a les lunettes». Et tu sais, je me pose la question, je fais: «Mais il parle de Théo ou il parle de moi, en fait?» Mais non, non, Ouais, non, c'est un peu on est on a 2 le physique du personnes crypto complètement bro, différentes. hein. Ouais, exactement, Barbe, voilà, c'est ça. lunettes, ça, voilà, on n'est pas, on est un peu dans la moyenne physique de les mecs en crypto, quoi. Donc voilà. Exactement. Et voilà, il y a des personnes effectivement qui vont voir tes vidéos parce que c'est pas la première à m'en parler de l'histoire de la vidéo de TAO que tu avais faite sur ta chaîne où je crois que tu parlais des subnets parce que c'est une thématique que j'ai abordée aussi dans la partie accompagnement de groupe. Et donc les gens ont vu ta vidéo et après ils sont revenus voir l'accompagnement de groupe en mode ah tiens, et du coup il a fait comme ça et toi qu'est-ce que tu en penses? Et donc ça permet des fois de challenger un peu les visions. C'est intéressant. Bah, on traite pas exactement la même chose, hein, pour le coup. Moi, je suis pas dans votre accompagnement, vous n'êtes pas dans le bien non plus. Et pour le coup, chacun fait les sujets qui pense le plus pertinent à un moment. Et moi, c'est vrai qu'en ce moment, voilà, je traite de plus en plus Tao parce que c'est un écosystème qui m'intéresse. Je pense qu'il y a des trucs autant, tu vois, la dernière fois justement, on avait parlé de l'IA avec certains projets où il manquait clairement des GPU. C'était un peu mou du sifflet, tu vois, l'histoire. Autant là, tu vois, quand tu vois ce qui se passe sur les subnets de BitTensor, quand tu vois ce qui se passe au niveau de l'écosystème avec Barry Silbert, avec voilà les conférences qui sont annoncées et surtout les performances, tu vois, techniques, que ce soit sur les subnets. Enfin, on peut plus dire que techniquement ça pêche, hein, avec chute notamment, tu vois, le nombre de tokens qui gèrent, tu vois, il y a vraiment des vraies données. Et du coup, je pense que c'est vraiment intéressant de comprendre cet écosystème. Et pour le coup, il y a vraiment des trucs intéressants. Et aussi pour comprendre un peu l'IA, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Parce que du coup, s'intéresser au subnet, ça te permet de s'intéresser, comprendre les différents domaines de l'IA. Et voilà, c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus. Mais après, voilà, chacun fait du contenu comme il l'entend. Oui, non, mais après, en fait, ce qui est intéressant, c'est cette histoire un peu de marketplace, c'est cette vision qu'ils ont. Moi, je trouve que la vision derrière le projet est assez intéressante. Après, il y a des endroits où ça pêche sur certains choix économiques qui sont faits derrière les tokens, derrière la gestion des subnets, où il y a eu, par exemple, là, toute la vague de stacking qui a été mis en place, où bah, potentiellement, tu peux avoir certaines pertes dans certains cas, où la plupart des subnets qui ont été lancés, ils ont voulu ouvrir complètement toutes les vannes, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de shitcoins qui sont mal valorisés. Et pourtant, l'objectif premier, c'était d'avoir une vraie valorisation de chaque subnet en fonction de son utilisation. Et aujourd'hui, on voit que la spéculation a pris le dessus. Et donc, c'est compliqué d'avoir une idée réelle de se dire, OK, ce subnet a vraiment de la valeur, sauf si tu l'utilises. Et après, il faut faire attention, c'est qu'il y a certains subnets où il y a du marketing à outrance qui est fait dessus. Et donc, ce qui va fausser un peu la vision. Moi, je sais que j'avais analysé la soixantaine de subnets juste avant le lancement pour voir un peu ce qui avait du potentiel et autres, avant le lancement de tout ce qui était des nouveaux tokens. Et finalement, ceux qui ont le mieux performé sont les tout derniers qui sont sortis. Tu parlais tout à l'heure d'un des subnets. Et effectivement, c'est pas ceux qui étaient pressentis. Il y en avait qui avaient des stats et une base qui était peut-être plus saine. Et aujourd'hui, il y a certains tokens qui commencent à performer. Moi, je pense que c'est un écosystème qui est intéressant.
Surtout là maintenant avec l'apport qu'il y a avec les nouveaux wallets qui ont été développés autour de cet écosystème qui permettent d'interagir de manière beaucoup plus simple. Quand tu avais Polkadot.js, c'était juste immonde à utiliser. Aujourd'hui, avec Talisman, ça se fait globalement assez bien. C'est C'est assez sympa, ouais. interactif, tu plugues avec ta Ledger, c'est plutôt bien. Après, il manque encore certaines applis sont encore buggées. Ils ont essayé de taper du côté des wraps TAO, ils essaient de faire un peu de rendement. Je pense que la problématique qu'ils ont, c'est plutôt au niveau de la vision, où il faudrait qu'ils concentrent peut-être plus leur vision autour de l'IA et non pas autour du farming qui en est fait. Et trouver un juste équilibre à ce niveau-là, mais ce qui veut dire potentiellement des performances sur le token qui peuvent être amoindries. Parce que là, aujourd'hui, il y a une bascule qui est en train d'être faite entre le subnet 0, qui était vraiment la racine du réseau, où les personnes faisaient du stacking pour avoir des rendements, et elles basculent sur les subnets. Mais finalement, quand on voit les problèmes des subnets, elles sont en train de rebasculer sur la racine, et il y a une espèce de jeu entre les deux, Mmh. sachant que les rendements, de toute façon, sur le subnet 0 sont en train de diminuer. Et donc, les personnes, j'ai peur qu'elles quittent l'écosystème ne voyant plus d'intérêt et de valeur pour le TAO. Je ne sais pas si tu Ah, vois ce que je veux dire. moi, je vois pas exactement le truc comme ça. Mais c'est possible aussi. Mais en fait, faut bien comprendre que DTAO, c'est Saint-Valentin, je pense, 14 février, 15 février, quelque chose comme ça. Donc, ça Ouais, fait à peine 3 mois. ouais, Donc, c'est c'est ça, hyper c'est tout récent. récent. Et après, c'est vrai que dans la vision de la team, donc Const et Yuma, donc les deux fondateurs, donc il y en a un qui est Docs, un qui est Anon. Eux, c'est vraiment cette idée de marketplace et pour le coup, en mode full compétition. Donc là, maintenant, c'est le meilleur subnet, comprendre celui qui a le plus gros market cap parce que les gens achètent ces tokens de subnet parce qu'ils estiment que potentiellement, c'est là où c'est plus rentable d'investir et de soutenir la team. Donc, c'est eux qui vont avoir le plus d'émissions. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs méta, comme tu l'as dit. Donc, premièrement, il y a encore beaucoup de whales qui sont sur Roots. Hein, ça, j'en parle sur ma vidéo de hier. Il y a 60% en fait des holders de Tao qui sont sur Roots, donc le réseau de base, qui propose un rendement à 20%. Et ça, pour l'investissement dans les subnets, c'est un peu un problème parce qu'il y a beaucoup de whales. Hein. Notamment, j'en partage parce que je vais me permettre un petit chill, mais j'ai aussi mon groupe sur Telegram que j'ai lancé très récemment et on parle beaucoup subnet des Tao. Et ce qui se passe, c'est que notamment, il y a Fivecom, donc il y a une des plus grosses whales qui traîne aussi sur les Discord. Le mec, il a 33 000 Tao, il en a pour 15 millions. Et pour l'instant, il est encore principalement sur Roots. Alors, il y a des problèmes de liquidité, hein, parce que même chute en termes de market cap, on est à peine 100 millions. Enfin, on était à 100 millions, il a peut-être baissé depuis. Mais du coup, il y a aussi il y a des problèmes de liquidité pour rentrer sans faire trop bouger le prix. Et surtout, tant qu'on leur propose 20% quasiment mensuel sur Roots, en fait, ils n'ont pas vraiment d'incitation à bouger de position parce que quand tu as 15 millions à 20%, je peux te dire que tu es déjà très très bien. Il y a aussi cette méta dont tu as parlé aussi, où au début, tu avais un peu les subnets les plus techniquement ceux qui faisaient plus le taf, un type ceux de Rayon Lab, on pourrait avoir un peu Macrocosmos aussi. Mais dernièrement, ce qui s'est passé, c'est TaoH, donc celui qui mine du Bitcoin, hein, le subnet 14, qui était détenu par Fish, qui l'a vendu, je vous parle dev et membre de l'écosystème. Et ce subnet a été vendu à Gigi, donc un autre dev, et en fait, il a lancé un projet qui a tout pété. En fait, il mine du Bitcoin directement sur BitTensor. Et ça, c'est un autre problème aussi, problème où on verra comment ça se passe avec la tokenomique, en fait. Au début, il y en avait 32 subnets, après 64. Maintenant, il s'en inscrit un par jour. Et pour le Ils coup... sont passés en limité. Ils ont fait sauter. Et justement, ça fait partie des choses Oui, oui. qui ont été débattues. Et tu vois, c'est là où des fois, il y a des choses qui sont débattues par la communauté. Il y a des choses où la communauté, des fois, est un peu contre tout ce qui était wrapping et farming nativement sur TAO. Et les développeurs, t'entends, ils te disent un truc. 2 semaines après, changement total de cap. Direction 180 degrés. Tu vois, l'histoire du nombre de subnets capés, normalement, il devait être un peu augmenté. Boum, il passe en illimité 2 semaines après. Et c'est là où tu dis, mais pourquoi, tu vois? Moi, c'est ces choses-là, c'est un projet que j'affectionne parce que je trouve que techniquement, technologiquement, très intéressant et puis c'est le seul qui tient la route dans le secteur de l'IA, il faut pas se leurrer, hein. Tout le reste, c'est globalement beaucoup, beaucoup de bullshit. Mais ils ont encore beaucoup de boulot à faire, je pense, sur l'expérience. En fait, je pense que c'est une équipe qui est encore assez jeune et qui a besoin de mûrir justement sur l'écosystème crypto et qui a besoin de mûrir vis-à-vis de la communauté, de prendre en compte correctement cette communauté et d'avoir un droit qui est plus orienté DAO que eux qui décident tout du jour au lendemain.
Bah là, pour l'instant, ils décident plus. Enfin, ici, il y a des discussions sur réduire un peu l'API sur route pour inciter les gens à aller sur les subnets, parce que dans le white paper, ils disent très clairement que le but, alors c'est pour ça, si vous êtes sur Tao et que vous vous intéressez pas au subnet, en fait, c'est un peu comme être sur Ether et pas s'intéresser à la DeFi, hein, parce que le but de Tao, c'est vraiment la vision, pour l'instant, hein, ce qui a été évoqué, de être cette marketplace, notre couche de base pour développer l'IA décentralisée, non? Et que ça soit des projets d'inférence, des projets d'image, des projets voix, des projets voilà, qui peuvent avoir un lien avec l'IA, mais eux, c'est vraiment proportionner l'infrastructure, donner aux porteurs de projets la possibilité de rencontrer des mineurs, ce qu'ils appellent des mineurs qui ont les cartes graphiques, et ils vont toquer à leur porte, ils disent bonjour, je voudrais faire ça, est-ce que tu as l'infra, comment on peut faire le truc, comment on peut améliorer, et du coup avoir des mécanismes un peu pour mettre ça en place, mais pour inciter les gens allaient sur les subnets, petit à petit, on sait que l'API, enfin le rendement sur route va baisser et les émissions de Tao vont aller de plus en plus sur les subnets. Mais c'est vrai que pour l'instant, avec le fonctionnement des DTAO, comme ça a marché peut-être plus même que ce qu'ils espéraient, mais le rendement de route, il se maintient pour l'instant stable et même il a augmenté un petit peu avec la création des nouveaux subnets et des émissions qui commencent à arriver. Donc il y a effectivement des questions de tokenomique et de comment on va gérer le truc qui sont en train d'apparaître, non? Parce que si vraiment vous voulez apporter et diriger les gens vers les DTAO, pour l'instant, les mécanismes qui sont en place, ils sont pas, c'est pas les plus adaptés en fait. Et pour l'instant, les whales, en gros, elles ont très peu d'incitation à se barrer de route pour aller sur les subnets. Donc mais de l'autre côté, ils ont cette vision, c'est open, c'est le marché qui décide. Donc, si vous voulez spéculer sur des subnets de merde où vous connaissez pas les proprios, vous savez même pas ce qu'ils font, mais ça pump parce qu'il y a le subnet 14 qui a pumpé de nulle part. Et en ce moment, c'est plus ça la méta que du Rayon Labs ou du Macrocosmos. Allez-y, et le marché décidera. Donc, pour l'instant, ils sont plus en mode on laisse faire et on voit ce que ça donne. Mais il y a des investisseurs qui vont s'engueuler un petit peu en disant il faudrait revoir un peu la vision. Donc, on va voir exactement ça. Ce schéma. Justement, moi, j'avais trouvé ce graphe-là qui sortait de la doc officielle de chez DTAO, de chez BitTensor. Voilà, ça fait partie des slides que je montre dans l'accompagnement. Ça fait partie des choses qu'on donne. Et ça, je l'ai déjà donné en février pour vous donner un ordre d'idée. Et en fait, justement, il y a l'émission, ce qu'ils appellent les alpha propres, ces émissions sur la partie subnet. Et ça, c'est le root propre, c'est le subnet 0. Donc, c'est l'émission sur la partie subnet 0, le root. Et on voit qu'en fait, plus ça avance dans le temps, plus ça diminue. Voilà. Par rapport au lancement, donc là, pour l'instant, effectivement, on est plutôt sur cette première partie de courbe. Mais d'ici un an, on aura quasiment plus de rendement en fait, sur la partie route. Donc, les whales vont basculer de l'une à l'autre. Ça a été pensé de cette manière-là. Mais aujourd'hui, on est un peu dans cette configuration-là où on a des subnets qui sont pour l'instant éclatés. Il y en a peu qui tiennent à peu près la route. Et on a encore une très, très forte émission sur la partie route. Après, c'est effectivement, si vous voulez pas prendre de risques, et c'est la vidéo de hier pour clôturer sur ce thème, tu peux faire du staking sur route directement. Et après, si tu t'aventures sur la subnet, effectivement, c'est plus risqué. Et grosso modo, c'est une expérimentation à ciel ouvert. Hein. Donc, ils essayent, c'est très récent, ça fait moins de 3 mois que c'est sorti, les nouveaux mécanismes actuels. Et on sait pas vraiment ce que ça peut donner. Donc, c'est plus un pari sur l'avenir, mais il n'y a aucune certitude de quoi que ce soit. Donc, faut en avoir conscience aussi. Et pas se dire que c'est sûr à 100% que ça va marcher non plus. Mais moi, ma vision, pour finir là-dessus, c'est si on croit à Tao et la vision qu'ils ont sur le global, et que tu t'intéresses pas au subnet et tu te dis que c'est de la merde et qu'ils auraient mieux fait de rester juste sur Tao, t'as pas vraiment compris le projet, quoi. Donc, non, mais moi, l'idée, c'était pas de dire que tous les subnets. Non, mais pas pour toi, mais tu vois, mais en général, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui restent sur route et qui disent mais Tao, les subnets, c'est de la merde. D'accord, mais bon, c'est un peu le but de l'écosystème, donc. Ouais, non, bien sûr. Mais là où je pense qu'il y a surtout une vision qui diffère, c'est justement toute la partie BitTensor EVM qui pose problème parce que c'est le débat qui est en ce moment sur Bitcoin avec la partie augmentation de l'OP return, où pareil, ça va potentiellement permettre d'intégrer des contrats intelligents qui soient un peu plus lourds et autres. Ça, c'est les discussions entre les devs et le fondamental du token et l'utilité du token. Et ça doit être négocié. Chaque projet doit savoir si il tend plus à être une réserve de valeur ou être une plateforme. C'est ce dont on parlait sur la partie Ethereum. C'est le gros débat qu'il y a au sein d'Ethereum, au sein de BTC. Il y a aussi au sein de TRO. Il va y avoir du wrapping sur Ether et sur Solana principalement. C'est les deux pistes avec le BitTensor EVM qui est sorti. Pour l'instant, il n'y a pas de projet
Bah si, Donc il y a du Wrap TAO, il y a déjà du Wrap TAO que depuis un petit bout de temps, parce qu'ils l'ont mis sur Multiverse, X et après il y a BitTensor VM qui est effectivement, un peu décrié, mais c'est plus du POC que réellement, de la vraie solution, hein, à l'heure actuelle. Oui, mais c'est pour ça, mais c'est pas encore hyper. Développé. Techniquement, Ouais, ouais. ça doit être faisable, mais je ne sais pas s'il y a déjà un bridge qui existe sur Sol. Il me semble qu'il y a un bridge qui est dégueulasse, l'interface pour faire du wrap Tao, mais le wrap des Tao, en fait, ça va arriver aussi cette année parce qu'il y a des projets qui taffent dessus, notamment la V2 sur Voidia qui taffe dessus. Et donc ça va ajouter encore d'autres mécanismes parce que pour l'instant, et ce qui m'a fait m'intéresser au truc, c'est que pour swapper, parce que c'est pas du staking, ils appellent ça du staking, mais on est d'accord que tu swaps tes Tao contre des tokens de subnet et tu t'exposes à 100% au prix du subnet, donc c'est pas du staking, c'est vraiment du swap. Il faut passer Ouais, par alors Tao en natif. c'est pas un vrai swap, tu vois? C'est un espèce d'apport de liquidité et c'est Oui, eux qui alors, gèrent la pool. Mais et tiens, pour le stacking de Wrap TAO, tu as un truc qui s'appelle TAO Bridge qui envoie vers Base et Arbitrum, qui existe déjà. d'accord, Parce que je je l'ai, savais pas. Je vais aller le creuser. et tu as aussi, Atom qui existe avec un H. Voilà et après je vais pas leaker parce qu'en fait, j'ai plein de choses que j'ai présentées dans l'accompagnement Hmm. et pour ceux que ça intéresse, vraiment le lien est dans la description. Je vous invite à aller le rejoindre et vous verrez qu'on est toujours en avance de phase sur ces sujets-là et quand on les creuse, on fait pas ça à moitié.